Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et comme promis, je vais lancer les séries de reviews auxquelles je vais vous balancer. Et je vais vous balancer justement la première. La première, c'est du côté de la TNA, car tout simplement, je l'ai vu qu'aujourd'hui très récemment. Il avait un petit peu la tête d'un weekly, même si encore une fois, ça n'a pas l'air d'un weekly, c'est exclusive TNA quoi. Mais bon, sans trop vous faire attendre, vous saviez de quoi on va s'attendre aujourd'hui. Un show de la TNA, donc TNA Unbreakable 2025, auquel ça s'est déroulé à Las Vegas dans le Nevada. Et je l'avais pas précisé dans la review de la EW du côté de Philadelphie, Pennsylvanie, parce que c'est le show auquel a eu lieu Dynasty. Et maintenant, on passe du côté de Las Vegas, vu comment il y a des séries de shows, notamment indépendants. Je pense notamment à la FSW, donc Future Star Wrestling, et la GCW, Game Changer Wrestling également. Je sais pas s'ils ont eu leur lot de séries de matchs de public, parce que faut dire, tout est très bien fourni. Je n'ai vraiment aucune idée sur comment ils vont réaliser la chose sur le WWE indé, enfin indépendant quoi. Donc j'en ai vraiment aucune idée là-dessus, si ce n'est que s'il y a des séries de shows, ben, c'est qu'on est bien, on va dire, bien chargé. Enfin, surtout moi qui est bien chargé, et que je n'ai même pas encore vu le Hall of Fame, c'est pour vous dire. Mais bon, là n'est pas la question, vu comment la question c'est le show en lui-même. Alors, tout ce que je sais à propos du show, il y a match, on va dire, il y a un match très particulier pour accueillir un titre tout nouveau du côté de la TNA, auquel on va y revenir plus tard dans le main event. Enfin, j'espère que je vais retenir un peu ma langue, mais, euh, mais au moins ça vous embouche un coin, et auquel je préfère vous le dire au cas où vous ne serez pas au courant. Mais bon, le premier match de la soirée, c'est pour match demi-finale pour le championnat auquel on va parler, de la TNA. Un match triple menace, évidemment, three-way dance, match à danse à 3. Mais bon, Eric Young contre Zachary Wentz et contre JDC, donc The Dirty Dango, ou si vous voulez tout simplement, Johnny Dango Curtis. Donc voilà. Euh, Match, on va dire bien. Il s'est passé des trucs auxquels je vais pas trop tous les citer, si ce n'est que à retenir la victoire de Eric Young. Donc c'est lui qui surpasse Wentz et JDC et qu'il est en tête pour ce petit tournoi. Je l'ai peut-être pas précisé, mais du côté de Impact, donc le show hebdomadaire de chaque semaine, il y avait un match justement pour une chance d'être dans le tournoi entre Callienne, Warner et Francis, et auquel c'est Jay Francis qui a surpassé Sami Callienne et Mance Warner. Et du coup, il est déjà dans ce fameux tournoi. Donc Eric Young le fait partie aussi. Le deuxième match, c'est à peu près la même chose. Donc, mais différentes personnes, évidemment. Steve McLean contre Eddie Edwards et, euh, et contre Ace Austin. Donc à peu près la même stratégie que dans le premier et dans celui d'Impact. Et auquel ce n'est ni Edwards ni Austin qui remporte le match, mais évidemment McLean qui remporte et qui est en tête de ce fameux tournoi. Donc voilà tout. Le troisième match, c'est un Open Challenge entre Moose qui affronte n'importe qui dans le roster, parce que je crois que c'est un Open Challenge. Parce que je mets l'image en attendant où il y a Moose, les Hardy et Tessa Blanchard. Parce que j'ai pas trouvé mieux et il n'y avait pas l'affiche en question de Moose contre un adversaire mystère. Et bien je vais finir par mieux parler. Cet adversaire mystère n'est nul autre que Sidney Hakim. Et je crois que c'est lui
qu'on l'appelait Reggie à la WWE ou Reginald et qu'il était dans une faction à la NXT. Je crois que c'était dans la OTM, mais j'en suis pas sûr. Mais je pense que c'est lui, hein. Je pense que c'est Reggie. Et auquel ben, il répond au défi de Mousse. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a des distractions. Je l'ai peut-être pas parlé dans le deuxième match du match à 3. Ben, il y avait Alicia Edwards qui n'hésitait pas à intervenir, mais que malheureusement, ça lui a servi malchance à Eddie Edwards de remporter le match, vu comment on sait maintenant que c'est Steve McLean. Eh bien, de l'autre côté, eh bien, ça va porter un peu, on va dire, ses fruits, et de la bonne des façons, car c'est Moose qui va l'emporter, bien sûr, grâce à la distraction de Alicia Edwards sur l'arbitre, qui permet de le faire un Shiro Shot et un énorme spear. Donc, il n'y a pas à dire, cet Orignal sauvage, qui est Mousse, bah, a été opportuniste et qui a remporté le match haut la main et qui conserve... Enfin, je crois que c'était pour le titre, mais... Attendez. Ah non, il n'y a pas pour le titre. Ah, mais... ah, c'est un peu pourri, c'est un peu débile. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu con. Donc, ouais. S'il y aurait le titre en jeu, ça aurait été pas mal. Mais 3 la va vite, 3 la va vite. C'est... Ça, c'est gratos comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, le quatrième match, ben, c'est un match par équipe à 6. Ou, ouais, match par équipe à 6, 3 contre 3, quoi. Les Hardy Boys, donc Jeff Hardy et Matt Hardy, qui font équipe avec Mike Santana contre ben, Mustafa Ali et les Nemeth Brothers, donc Nick Nemeth et Ryan Nemeth, auquel ben, récemment ben, Nick Nemeth a fait un heel turn à sacrifice et auquel ben, j'espère que vous vous en rappelez parce que moi je m'en rappelle très bien et auquel ben, je regarde les segments à peu près chaque semaine. J'en retiens quelques-unes, mais j'ai préféré de raccourcir pour éviter de trop me fatiguer de manière lamentablement. Mais vu comment il vient d'être heal, eh ben, c'est la seule occasion de prouver ce que c'est un véritable heal à la TNA. Alors que du côté des babyface, eux, c'est seulement pour protéger la compagnie et de prouver à quel point ils sont pas infaillibles vis-à-vis des heals. Donc je parle bien sûr des Hardys et de Santana. Il y a eu pas mal de brawls. Tout ce que je peux dire, il y a eu pas mal de brawls. Et que ça parte un petit peu n'importe comment, un petit peu dans tous les sens. Mais après, ça va revenir dans le bon train, si je peux le dire, même si j'ai pas d'autres termes, dans le match. Et que les heels avaient justement l'avantage pour remporter le match. Mais c'est finalement les babyface qui vont surpasser, qui vont les surpasser. Mike Santana, au début, j'ai cru qu'il allait se barrer, mais finalement, il en est revenu. Et ça permet bien sûr à Matt de faire son fameux Twist of Fate, et bien sûr à Jeff Hardy de faire sa Swanton Bomb, donc du basique, pour remporter le match. Donc vous avez compris, c'est victoire des Hardy Boys et de Mike Santana. Donc tout simplement. Et là, et là, et là, et là. Donc oui, je fais un petit peu du France Gall, mais non. Le cinquième match, ben, c'est un match par équipe de mixte entre Joe Hendry et Masha Slamovich contre Kaz ou Kazarian, bien sûr sur le nom de Frankie Kazarian, qui fait équipe avec Tessa Blanchard. Donc c'est un match par équipe mixte et auquel ben, on sait qu'on est à quelques semaines de rébellion, parce qu'il y a l'affiche rébellion qui va avoir lieu ben, justement ben, ce mois-ci, et auquel je ferai évidemment cette fameuse review. Vu comment au mois de mai, je ferai celui de Supercard of Honor pour la Ring of Honor ROH. Donc, ouais, ben, les hommes affrontent les hommes, les femmes affrontent les femmes, et parfois ça peut arriver que les femmes peuvent battre un homme. Au niveau de la situation de Tessa Blanchard, j'en ai déjà parlé, et j'ai vu vos avis, surtout celui de Pierre-Paul, et auquel, ben... Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, je comprends votre point de vue à tous, hein, mais de fait que vous dites que la personne est si mauvaise dans la vraie vie, qui est réellement raciste, qui est une tyrante des vestiaires, pour moi,
pour moi, j'ai envie de vous dire, ben, déjà, premièrement, ce n'est pas la première ni la dernière. Bah, il y a des connards et même des connasses qui ont déjà fait ça dans les vestiaires. Donc, elle n'est pas la première, mais qui d'autre est parfait? Personne. Voilà. Moi, c'est à peu près mon avis. Je ne suis pas là pour dire que... Oui, il y a eu des faits qui sont vrais. Les catcheurs peuvent confirmer, bah, témoigner pour tout ce qui s'est passé. Mais il faut reconnaître, il y en a qui ont fait bien pire que elle. Et de dire que elle, c'est un cancer, c'est une problématique de la TNA, vous êtes vraiment de très mauvaise foi. Après, peut-être que je la défends trop, mais je trouve que c'est un peu trop facile de dire que la personne est mauvaise alors que forcément on ne le connaît pas plus que ça. Même moi, je la connais pas plus que ça. Je ne connais pas sa vie à Tessa Blanchard. Je, je la connais pas pour dire je suis pas son ami, je suis pas son amant, je ne suis pas son frère, je ne suis pas son oncle, ni qui que ce soit. Je suis personne aussi pour qui juger. L'important, c'est que euh, on peut reconnaître qu'il y en a qui ont fait des conneries, même si elle a longtemps, on va dire, nié les accusations contre elle, comme si elle n'avait rien à se reprocher. Bon, après, le but, c'est aussi de se protéger, hein, parce que il y en a qui font des groupes. Et d'ailleurs, j'adore le parallèle qu'avait dit Pierre-Paul vis-à-vis des personnes en coulisses. Il y en a qui sont réellement potes et qu'ils veulent monter un genre de pression contre la personne qui aurait apparemment harcelé, entre guillemets. Mais ça, bien sûr, comme j'ai dit, on n'a pas de preuves, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et que vous pouvez croire qui que ce soit d'autre, mais faut pas non plus, faut pas non plus, on va dire, trop pousser le bouchon très loin parce que, comme je l'ai dit, tout le monde a déjà fait plus pire que ça et il y en a qui sont encore dans le game du catch. Comme dans n'importe quel sport, il y en a qui sont encore là. Et de dire ouais lui c'est un violeur, lui c'est un harceleur, c'est un tueur, c'est un ci ou là. Les gens ne sont pas parfaits, mais nous non plus, on n'est pas tous parfaits. Si les êtres humains étaient tous parfaits dans cette planète, bien sûr, tout ça n'aurait, on va dire, plus l'intérêt d'exister, la délinquance, les 400 coups, parce que qu'on le veuille ou non, même nos stars préférées ont déjà fait des trucs auxquels ils n'étaient pas censés de montrer de mauvaises images à d'autres personnes. Parce que on est tous humains, on a tous fait des conneries et il faut reconnaître qu'on n'est pas tous parfaits. Donc, bien sûr, vous avez le droit d'aimer et détester. Je suis d'accord, j'ai écouté tous vos avis, surtout ceux de Pierre-Paul, et j'ai eu aussi du répondant de la part de Marius Playground, auquel je ne vais pas, on va dire, shooter sur elle, et auquel j'ai dit mon point de vue. J'ai dit tout ce que je pouvais dire sans forcément être méchant. Mais ce qui est sûr, à propos de Tessa Blanchard, si elle recontinue et si elle recommence à montrer un tel mauvais comportement réel dans la vraie vie, hein, je parle dans la vraie vie, pas à la télévision. Ce qui est à la télévision, on sait que tout est scripté, même s'il y a une part de réalité, parce que faut savoir, certes, ce sont peut-être des performeurs, des acteurs, des catcheurs, ce que vous voulez. Il y a un côté réel, mais il y a un côté, on utilise ce qui s'est passé dans la vie réelle pour raconter quelque chose. Ça peut le faire. Mais bon, il faut un minimum se poser trop de questions. Parce que comme je dis, si elle recommence un tel mauvais comportement, un peu comme avec CM Punk, si jamais lui il montre un signe de frustration, le côté ouais je suis pas d'accord avec tous vos avis, c'est sûr personne ne voudra travailler avec lui. Et c'est pareil pour Tessa Blanchard. Si elle continue à montrer un tel comportement, à à se montrer tyrannique envers les personnes en coulisses ou entre guillemets utiliser le terme N-word pour sensibiliser les publics, le public étranger, enfin
plutôt ceux qui sont d'origine noire ou qui ont la couleur noire, tout simplement. Bah, si elle recommence, c'est sûr c'est terminé pour elle. Plus aucune structure de catch ne voudra travailler avec elle. C'est comme je l'ai dit. Même si j'aurais dû le préciser dans ma vidéo, mais vu comment je suis un gros fatigué et auquel ben, je ne pense que ben, à la partie auquel je dois dire. Donc c'est un peu compliqué pour moi de tout citer. Mais au moins vous avez mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Euh, Si la personne s'est, on va dire, revenue, enfin, elle est revenue pour se racheter une conduite, c'est pour une simple et unique raison, elle a merdé la dernière fois. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas à cause qu'elle a intimidé des personnes qu'elle a été virée de la TNA. Je le pense parce que si elle a été virée de la TNA, bah, tout simplement parce qu'il y a eu la période Covid et auquel bah, elle vivait au Mexique. D'ailleurs, je crois qu'elle vit toujours au Mexique, d'ailleurs, Tessa. Et, euh, et à quelques jours de son mariage, bien sûr, elle s'est fait virer tout simplement parce que elle a eu un genre de backlash en ligne. Donc un backlash, c'est pas un show, mais on va dire un genre de retournement de situation contre elle à son avantage et qu'elle est vue comme une ordure. Donc une mauvaise personne en qui il faut pas travailler, il faut la canceller de partout. Des trucs dans cette histoire-là, hein, des trucs comme ça, tout peut se dire, hein, et pourtant c'est pas une vidéo spéciale Tessa, hein. Mais je le dis, tout ce qui est, on va dire, simple et véridique. Comme je l'ai dit dans le monde du catch, certes, vous avez le droit d'être ami avec n'importe qui dans le monde du catch. Les fans ont le droit de soutenir qui ils veulent. Mais d'ailleurs, il y a une question auquel je me pose. Même si vous êtes fait intimider en coulisses, en tant que catcheuse ou en tant que catcheur, pourquoi vous n'avez pas les couilles de riposter? Vous n'avez pas les couilles parce que ils ont peur de se faire virer derrière. Parce que parfois, ceux qui intimident et qui sont, on va dire, ben, ultra protégés, ben, il y en a qui leur arrive rien. Et souvent, non, hein. Souvent, il y en a qui en prennent pour leur grade. Et d'ailleurs, ben, tout le monde peut pas être au-dessus des lois, tout le monde peut pas être bah, ultra sympathique, tout ça. Mais après, question d'être professionnel sous le ring. Là, ce qu'elle avait fait, et ça, dans le circuit indépendant, je crois que c'était au Japon, ben, elle n'a pas été forcément professionnelle en coulisses, ça je peux le reconnaître, mais faut constater sur le ring, c'est une professionnelle. N'importe qui peut être professionnel. Mais après, si vous avez les couilles de riposter contre n'importe qui d'autre, excusez-moi l'expression pour le terme couille, mais bon, je le dis de toute façon sans gêne. Si vous avez les couilles de riposter, ben, prouvez-le auquel vous n'avez pas peur de vous faire marcher sous les pieds. Enfin, que vous voulez plus vous marcher sous les pieds, excusez-moi. Donc c'est ça ce qu'il faut se dire. Si les catcheuses n'ont pas, on va dire, cette mentalité-là, ben, quelque part, excusez-moi, mais vous êtes vus comme des tafiotes. Ou alors bah, des incapables, des petites pleureuses, ce que vous voulez. Bon après, ce qui s'est passé entre Tessa Blanchard et Chelsea Green ne regarde que eux, ou Ayla Dawn, René Michel et Shanna, n'importe qui d'autre. Tout ça ne regarde qu'entre elles. Mais bon, moi c'est tout ce que je peux vous dire, mais on passe au match. Dans le match, bien sûr, parce que là je m'étais un peu écarté du sujet, il s'est passé des tas de trucs, des hommes et des hommes, des femmes et des femmes qui se battent, voilà, et parfois inversement pour sauver l'équipe de son adversaire, enfin. Qu'est-ce que je raconte sauver les miches de son adversaire, enfin. Bref, vous avez compris, bah, sauver le match pour éviter de perdre, que ce soit les faces ou les heals. Et un moment dans le climax, parce que là on va revenir au climax, parce que je sais que c'est soit, je crois que c'est Joe Hendry ou Masha Slamovich qui est prise au dépourvu de Kazarian et Blanchard. Euh, elle, je crois que c'est Blanchard qui va prendre, bah, plus simple, Joe Hendry, bah, pour la maîtriser, enfin le maîtriser, pour que bah, Kazarian effectue un coup de pied ou une cause line. Et là, bah,
peu importe lequel des deux, ben, il s'est, on va dire, dégagé. Et c'est Tessa Blanchard qui s'est mangé un lariat en pleine figure, qu'il a séché sur place. Donc, je suppose que les gens dans le public, enfin, le public a sûrement adoré ça, vu comment c'est la top heel de la TNA à l'heure actuelle. Il y en a d'autres, hein, mais s'il faut la faire d'elle en tant que top heel, moi je suis partant, hein. Comme ça, elle prouve à quel point elle est douée en tant que méchante suprême, très détestable, très arrogante, prétentieuse. Il y a de quoi faire avec elle, il y a vraiment de quoi faire. Quitte à remporter le titre, why not? Moi je suis partant. Je suis preneur, moi, de toute façon. Je suis pas comme certains qui veulent pas voir ci ou là gagner tout le temps ou perdre. Moi, je suis quelqu'un qui regarde juste pour regarder et de dire si c'est mérité ou pas. Si j'entends des avis qui disent que c'est mérité, alors là, ça va. Si c'est pas mérité, bah, tant pis quand même, il faut faire avec. Donc il y a eu ça, il y a eu un coup de pied papillon de Masha Slamovic, et ça permet à Joe Hendry de faire sa Bolive Shockslam pour la victoire. Et du coup, ben, c'est Joe Hendry et Masha Slamovic qui remportent le match. Donc voilà tout. Plus que deux matchs après c'est terminé. Oui, je sais, ça part tellement vite. Et, euh, et pourtant, quand ça part tellement vite, c'est parce que j'ai quand même parlé un peu plus longtemps et parce que j'ai voulu dire ce que je pouvais dire. Mais ce match-là, c'est une stipulation ben, assez brutale. Donc c'est massacre de Phil Barbelé et tout ce qui est, on va dire, objet assez barbare, si vous avez compris. Donc, Sami Callihan contre Mance Warner, accompagné par Steph Delander. Oui, un match très très brutal et mention spéciale à Sami Callihan, qu'il était habillé en mode Mankind, même si il aurait dû porter le masque avec. Mais bon, il n'a pas le masque, mais il a la chemise blanche et bah, la petite cravate, on va dire ça comme ça. Et que ça a été très très sanglant entre les deux. Forcément, il faut le reconnaître, ce sont deux spécialistes du hardcore. Ils n'ont pas peur de se saigner, de se mutiler mutuellement. Ouais, parce que la mutilation, ça leur connaît. En même temps, dans leur passé du côté du circuit indépendant très extrême, notamment pour Kalien du côté de la CZW et Mance Warner du côté de la MLW, mais il a aussi été dans bah, la Game Changer Wrestling. Et du coup, ben, on se retrouve avec deux mecs qui n'ont pas peur de se mutiler. Un match parfois très dur à garder. Je comprends certains qui auront du mal à regarder ce type de match qui est très très barbare et violent. Et pour ça, ben, si vous êtes très sensible, ben, ne le regardez pas hein, terriblement parce que vous allez vous attendre à ben, de la violence, parfois du gore, et auquel ben, ce sera peut-être pas fait pour vous. Après, s'il y a certains fous fanatiques qui adorent le catch un peu extrême, bah vous êtes à la bonne place, hein, vous avez le droit de kiffer. Est-ce que ça raconte une histoire? Ben, je sais que dans le match, dans le match, les deux se détestent mutuellement, et parce qu'ils sont déjà affrontés à sacrifice, même si je me pose toujours la question pourquoi, comment, voilà, et auquel ben, ils veulent être sur la carte de Unbreakable et que ils veulent prouver qui des deux est le meilleur dans le hardcore. Donc bien sûr, il y a eu des barbelés à gogo et même les cordes étant barbelées, c'est pour vous dire. Les portes également, parce qu'il y avait les portes en barbelé, les chaises en barbelé, les battes de baseball en barbelé. Tout est fait à base de barbelé et même des objets un peu spéciaux comme l'agrafe, les pics à glace, le pizza cutter, et qui c'est même une fourchette, de la poudre, des morceaux de verre, ce qui est utile dans le match. Et évidemment, on a eu tout ce que ben, on a tout vu quasiment. De la violence auquel ça fait kiffer ben, les bandes de dégénérés, parce que oui, il y en a des dégénérés qui kiffent ben, le sang, qui kiffent le gore. Et que ça c'est on va dire un peu limite, un peu corsé pour les deux. Et qu'on s'est dit, qui va remporter le match? Et en plus, c'est un peu difficile à regarder, mais il faut qu'on tienne le coup.
même si ça pisse le sang à gogo. Pendant l'avantage, je crois que c'est Sami Callihan qui va déjà prendre un morceau de porte qui est déjà cassé et prendre la graffeuse auquel il va faire un truc ce que je auquel j'ai jamais forcément vu parce que j'ai pas trop vu le hardcore parce que moi le hardcore j'ai pas envie de trop regarder vu comment il y a des choses assez horribles auxquelles je préfère éviter de regarder. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre soit la langue ou la lèvre de Mance Warner dans un des parties des portes qui étaient déjà cassées, auxquelles ils ont déjà fait une spot dessus. Et il va le placer et il va prendre la graffe et il va appuyer sur la gâchette au niveau de la graffe pour que ça s'attache au niveau de la porte. Et là, je me dis, c'est dégueulasse! Ouf, c'est dégueulasse. Non, vraiment, si vous voulez vous faire un piercing gratuit, ne faites pas devant des objets, que ce soit des bouts de bois, des bouts de métal, ne faites jamais ça. Clairement. Et ce qu'il va faire aussi, Kaliel, c'est très sadique, il va prendre une chaise, alors que Warner se lève en même temps que la porte qui est accrochée à son visage. Il va prendre la chaise, il va frapper sur la partie de la planche cassée, de la porte qui est cassée évidemment. Il va le frapper et ça va l'arracher de la bouche. Oh, là c'est... oh putain. Oh mais... Oh mais c'est barbare quand même, c'est terriblement barbare. Oh là. Et le massacre continue pas, ça continue jusqu'à ce que les deux ne puissent plus répondre, hein. Et après, je passe directement au climax, hein, vu comment il se passe que des trucs assez hardcore. Kalien va avoir l'avantage, il va faire sa marteau pilon, donc son pile driver à lui, et il va le faire atterrir tout simplement dans les barbelés, dans les trucs auxquels ils ont été utilisés, tout ce qu'il peut, et il fait le pin pour la victoire. Donc, ah oui, il y avait eu la mention spéciale à propos de la chaussette. Donc, il nous a fait une Mick Foley, donc Mankind, en faisant, en faisant le Monsieur Soko. Et après, il fait le marteau pilon pour la victoire. Donc, oui, vous avez compris, c'est victoire de Sami Callihan qui bat Mance Warner et qui met fin à la boucherie. Voilà tout. Maintenant, on passe au main event. Et là, c'est la finale du tournoi pour couronner le premier titre champion international de la TNA. Oui, vous avez compris, le titre international de la TNA. À la AEW, ils ont le titre international. Auparavant, ça s'appelait Mid-Atlantic. Et là, c'est international de la AEW. Eh bien, la TNA a pris la même idée, mais à leur manière. Et auquel ça réunit les différentes nations, les personnes qui viennent de tel ou tel pays, sa langue, sa religion, peu importe. Bref, vous avez compris. Donc le match c'est toujours à 3. On a eu les deux du début, maintenant on a celui de la fin. Steve McLean contre Eric Young contre AJ Francis. Tout ça pour le titre qui vient d'être créé. Vous vous rendez compte qu'à la TNA, il y a quand même pas mal de titres, hein. On sait qu'on a le titre mondial que détient Joe Hendry. On a le titre X-Division. On a le titre de Media. Donc le titre champion internet. Auparavant, on avait le titre Grand Slam. Le titre Légende. Qui après, il y a eu plusieurs noms. Le nom Global, le nom TV. Et auquel ça... On a un peu le cerveau en bourrique rien qu'à voir les différents titres qu'il y a eu. Et là, ils ont un troisième titre secondaire. Ça en fait beaucoup trop, mais il faut le faire avec, peut-être, si vous êtes partant. Le match va être épique entre les trois hommes. L'importe d'issue du match, c'est un des trois hommes qui va remporter le titre. Et que ce sera Santino Marella, le commissaire de la TNA, qui va offrir en personne le titre au champion qui aura détenu, enfin, au vainqueur qui va obtenir le titre. Oh là là, je suis pas dans un bon timing quand je me trompe. Mais bon, sans rancune.
Donc, est-ce que c'est AJ Francis? Est-ce que c'est Eric Young? Est-ce que c'est Steve McLean? Ben, la question auquel je vais vous poser directement, parce que je vais spoiler le main event. Eric Young était partant pour remporter le titre sur AJ Francis, mais ce sera Steve McLean qui va justement un peu voler la vedette et peut-être voler la victoire à Eric Young pour remporter le titre en faisant le pin sur AJ Francis. Je me trompe pas, j'espère, hein, parce que soit c'est AJ Francis, soit c'est Eric Young. Euh, Grosso modo, je le dis, hein, mais c'est victoire de Steve McLean qui remporte le titre international de la TNA. Et auquel ce sera Santino Marella qui va lui offrir en personne. Et voilà comment Steve McLean conclut le show. Donc, assez simple, assez dit pour le show Unbreakable, qui de 20 ans plus tard, enfin 2 ou 3 ans plus tard, on a justement le show qui refasse surface. Parce que on sait que le premier Unbreakable c'était en 2005, notamment le match 5 star entre Styles, Joe et Daniels, et qu'il y a eu aussi un Unbreakable dans les années fin des années 2010, donc 2019, auquel il y a eu des tas de têtes d'affiche auxquelles ils se sont donné rendez-vous. Et maintenant, on refait avec 2025. Donc, est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est moins excellent dans votre estime? Je ne saurais pas quoi vous dire si ce n'est que peu importe les avis divergent, tout le monde est libre d'aimer ou pas. Et moi, je reste indifférent. Moi, ce qui compte, c'est les reviews et que je préfère d'avoir vos avis, hein, parce que moi, j'ai peut-être bien aimé le show. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, tout ce que je peux dire, c'était ouais, ma foi, excellente. Pour moi, il était excellent, même si ça ne frôle pas bah, le haut du panier. Donc, il faut le reconnaître, ça frôle pas le haut du panier, mais il était pas mal. Voilà tout. Donc, après le premier match, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, je crois qu'on a quasiment tout vu. Et bon, après, moi, j'ai peut-être pas encore vu, c'était les shows FSW, GCW et même le Hall of Fame. Je l'ai pas encore vu, mais je suis presque curieux de savoir auquel ça peut-être mener. Le NXT Standard Delver, je sais que ça va être dans quelques jours. Enfin demain, je pense, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 18 et ce sera le 19 auquel ça va commencer. Je pense que je vais passer une nuit blanche parce que vous me connaissez, enfin, si vous saviez maintenant, je suis maintenant capable de regarder un show, même si je suis seul, et auquel je vais sûrement aimer ou peut-être être un peu sceptique. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, c'est la fin du show de TNA Unbreakable. Je m'arrête ici, voilà tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.